Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons maintenant appliquer ce que nous avons vu au cas relativiste d'une particule, d'une masse, soumise aux lois de la relativité. Alors rappelons que si on note R, le vecteur position, x, y, z, alors on a l'intervalle relativiste, ds carré égale c carré dt carré, moins dx carré, moins dy carré, moins dz carré. Et cet intervalle, ds carré, est égal à c carré d taux carré, où taux est le temps propre, avec d taux égale gamma moins 1 fois dt. Ça, c'est ce que vous avez vu en suivant la série sur la relativité. On peut aussi utiliser les notations quadrivectorielles, plus élégantes. On a x mu, le quadrivecteur position, qui est donné par ct et r, le vecteur position classique. Avec mu, alors de 0 à 3, 1, 2, 3 étant les coordonnées spatiales, 0 la coordonnée du temps. Dans ce cas-là, ds carré s'écrit g mu nu fois dx mu dx nu, ou dx mu avec le mu en bas covariant fois dx nu en haut. G mu nu est le tenseur métrique qui sert aussi à lever ou abaisser les indices. Il est égal à G mu nu égale G mu nu en contravariant à 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1. Et enfin, le tenseur mixte G mu nu est égal à delta mu nu, le symbole de Kronecker, donc avec des 1 partout sur la diagonale. L'intervalle est invariant sous toute transformation du groupe de points carrés qui combine les translations dans l'espace ou dans le temps, qu'on peut noter par un quadrivecteur A, ainsi qu'aux transformations de Lorentz, qu'on peut noter par le tenseur lambda. Et on a x mu qui devient alors, sous une transformation, x' mu est égal à lambda mu nu fois x mu, la transformation de Lorentz, plus a mu, la translation. A est un vecteur, bien entendu. Et enfin, dernier résultat intéressant, lambda transposé fois g fois lambda est égal à g. Donc g est un tenseur invariant sous les transformations de Lorentz. On définit aussi la quadrivitesse. U mu égale dx mu sur d taux, le temps propre étant un invariant, puisque l'intervalle est un invariant. Donc c'est un quadrivecteur qui peut s'écrire C fois dt sur d taux, virgule dr sur d taux. Ou encore dt sur d taux fois c v, la vitesse classique. C'est un quadrivecteur de type temps et de grandeur constante égale à c. Pour une particule libre, on a l'impulsion P mu égale m fois u mu. Quadrivecteur impulsion
qui s'écrit alors E sur C, P, ici, le vecteur impulsion classique. Je suis désolé, risque de confusion, mais normalement, on apprend l'habitude d'écrire les vecteurs classiques en gras avec un marqueur, évidemment, c'est un peu difficile. On peut le souligner P bar pour bien le distinguer. Qui est aussi égal à M fois gamma C V vitesse classique. Enfin, P carré égale E sur C carré, E carré sur C carré, moins P bar, donc pour le distinguer, P bar carré. Ceci conduit à la fameuse relation E carré égale M carré C4 plus P carré C carré, la relation générale sur l'énergie. Ceci est encore égal à EV sur C carré. Alors, quelle est la fonction de Lagrange décrivant le mouvement d'une telle particule? On doit avoir deux exigences. La première, c'est que l'action doit être un invariant relativiste, ce qui est une condition raisonnable dans le cas de la relativité. Ensuite, on veut que dans L, on ne trouve que des dérivées premières de la position, pas des dérivées secondes. Alors cette exigence, elle vient de la mécanique non relativiste, et elle est équivalente à dire que la position et la vitesse suffisent à décrire le mouvement. Si une particule est à une certaine position et une certaine vitesse à un instant donné, on peut alors calculer sa trajectoire future. Le premier point, l'invariance relativiste, est le fait qu'on a une particule libre, donc pas de force externe, pas de point privilégié, signifie que l'origine des coordonnées est arbitraire. Donc L, le Lagrangien, ne doit pas dépendre des positions, mais seulement de leurs dérivées. De plus, il doit être invariant par rotation, puisqu'il est invariant relativiste, et donc toutes les coordonnées x, y, z doivent être prises sur le même pied. Et enfin, pour une vitesse petite par rapport à c, petite par rapport à la vitesse de la lumière, on doit retrouver le résultat classique, 1/2 mv carré, l'énergie cinétique. On vérifie alors facilement, on voit facilement alors que la seule possibilité, c'est L égale A fois ds sur dt, où A est une certaine constante. Alors on la détermine facilement avec la limite non relativiste pour retrouver 1/2 mv carré, et on trouve moins mc carré. L'action devient alors moins mc carré fois l'intégrale, fois dt sur dt, qui est égal à l'intégrale de moins mc carré fois la racine carrée de dt carré moins dx carré plus dy carré plus dz carré sur c carré. Sur c carré. C'est-à-dire, encore, qu'il est égal à moins mc carré fois l'intégrale de gamma moins 1 dt. Cette forme permet d'ailleurs de calculer des situations plus compliquées avec des forces externes. On en tire les équations de Lagrange. Vous les vérifiez, c'est assez élémentaire. Et on voit alors que les solutions sont toujours, comme en mécanique classique, un mouvement rectiligne uniforme, mais ici avec une vitesse qui est toujours inférieure ou égale à c, la vitesse de la lumière dans le vide. On peut aussi utiliser le théorème de Noether sur les invariants
sur les grandeurs conservatives, et l'invariance par translation dans le temps conduit aussi au même invariant, c'est-à-dire l'hamiltonien, avec l'énergie égale l'hamiltonien égale m gamma mc carré, qui est l'énergie relativiste habituelle. Et au repos, on retrouve E égale mc carré. Avec les invariances par translation dans l'espace, on trouve l'impulsion classique dl sur dv qui donne gamma mv, qui est l'impulsion habituelle amendée du facteur gamma en relativité. Voilà donc un exemple simple d'utilisation de la théorie lagrangienne pour la mécanique relativiste. Ici, c'est particulièrement élémentaire. Dans la prochaine vidéo, qui sera aussi une vidéo très courte, nous verrons l'application de la mécanique analytique à la physique statistique. Je vous remercie.